On se dit, mais en fait, je vais jamais m'arrêter. On peut grossir, on peut prendre des locaux, on peut recruter des gens, mais tout d'un coup, je me dis, mais en fait, c'est pas là que j'ai envie d'aller. J'écris vraiment tout de suite, le plus vite que je peux. C'est-à-dire, si je suis en dîner avec des amis, je vais me retenir jusqu'au retour, mais je peux écourter un peu le dîner. Mais quand ça marche, c'est tellement grisant de se dire, j'ai réussi à faire passer un message, et en même temps, j'ai fait passer un bon moment à tout le monde. C'est quand même plus sympa. Creative Stories. Je suis Richard Saint-Etienne, fondateur d'Épisode, agence marque et storytelling qui accompagne les entreprises et les projets à impact positif. Elles et ils sont entrepreneurs, cadres dirigeants, scientifiques ou artistes et font partie des meilleurs dans leur domaine. Au-delà des aspects de travail, d'expertise ou d'opportunité, nous verrons que leur parcours est aussi une histoire créative. Oui, parce que t'écoutais la radio, toi, dans les 90s. Bah bien sûr, qui n'écoutait pas de la radio ? Je faisais même des petits enregistrements sur les cassettes, tu sais. Oui, je vois très bien. Et t'écoutais quoi ? J'écoutais D-Fool. D-Fool, Doc et D-Fool. Doc et D-Fool. À l'époque, ok. Sur Skyrock. Ça ouvre l'esprit. Ça a fait toute mon éducation sexuelle, je crois. Mais c'était pas Fun Radio, plutôt ? Non, après ils étaient sur Skyrock. Ah bah, moi, est-ce que je suis un peu plus... T'es un peu plus vieux, merci de le souligner. Ouais, c'est ça, exactement. Je le dis tout de suite. On va parler d'âge un petit peu. Mais juste un petit peu. Ce n'est pas que j'aime pas mon métier, mais j'ai envie d'en essayer plein, nous dit mon invité dans son One Woman Show. Avec elle, on a l'impression que la vie passe en accéléré. Un peu comme un épisode de Bref. C'est dit et redit, peut-être redit, elle veut faire le maximum de choses avant 40 ans, qu'elle est loin d'avoir. Sciences Po, CELSA, premier job dans le marketing, puis réalisatrice, monte sa boîte à 26 ans, puis chroniqueuse, humoriste, stand-upeuse, le point commun de tout ça, l'écriture. Autrice donc, ou plutôt auteure, je crois que tu préfères. Bonjour Laura. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Bon, évacuons tout de suite le sujet. Tu penses qu'il se passe quoi après 40 ans ? Mais non, je pense qu'il se passe que des bonnes choses après 40 ans. Mais du coup, l'envie de... C'est vrai que c'est assez obsédant chez moi, comme tu l'as souligné dans ton intro. Mais non, plutôt l'envie de me poser après. Donc, comme je marche toujours très vite, j'avais plein de choses à faire avant en me disant peut-être que je peux espérer une décennie un tout petit peu plus cool. Ok, bah écoute, on te le souhaite. Mais je crois que en fait, non. Je crois que j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Ouais, non, il n'y a pas trop de diff en fait. Ah là. Voilà. Mais bon, écoute, ça peut être que des bonnes surprises aussi, quelle que soit l'intensité. On va faire un détour par l'enfance où tu grandis à Paris. Ouais. C'est quoi ton tout premier souvenir ? Waouh. Bah c'est marrant, quand tu as dit ça, la première image qui m'est venue, alors je sais pas si c'est mon premier souvenir, mais c'est on habitait dans le Marais, Revieille du Temple, et il y avait une cour, une espèce de petite cour intérieure, tu vois, où on rentrait, et ensuite il y avait une cour, et je me suis vue là avec mon cerceau de GRS en train de faire des lancers dans la cour. Comme quoi, on peut être très heureux à Paris quand on est enfant, même si on n'a pas de jardin. Mais très bien. Voilà, c'est l'image qui m'est venue. Très bien, et donc en représentation un petit peu ? Ou en exercice ? En exercice. En exercice, bien sûr. Ça travaille, ça bosse. Tu parles de tes origines italiennes et libanaises dans ton spectacle. Enfant, ça veut dire quoi pour toi ? Bah, enfant, ça veut pas dire grand-chose, pour être très honnête, parce qu'il y avait la guerre au Liban. Donc moi, j'ai connu ma famille, toute ma famille paternelle, qu'à partir de 91, quand j'ai mis les pieds pour la première fois au Liban. Donc c'est vrai qu'on me parlait beaucoup du Liban, mais c'était très abscon. Et c'est vrai que la partie italienne est un peu plus discrète, je dirais, puisque ma mère n'avait pas ni de frères et de sœurs, donc j'ai pas du tout de cousins et de famille de ce côté-là. Aujourd'hui, j'ai la double nationalité franco-libanaise. Et j'ai vraiment une attache très forte avec le Liban, puisque j'y ai passé tous mes étés à partir de 91. D'accord, ok. Donc une construction plutôt au début de l'adolescence. Exactement. Voilà, qui t'accompagne jusque maintenant, et tu as fait de ces origines quelque chose qui t'a construit après. Ouais. Bah, quand on rencontre 50%, enfin même presque 100% de sa famille à 9-10 ans, c'est tard, quoi. Mais j'arrive pas à me projeter là-dessus. J'ai cru lire que ton rêve de gosse, c'était déjà de faire du stand-up. Alors, c'était pas d'en faire. Je sais pas comment te dire. J'étais fan absolue des humoristes quand j'étais petite. Bah, on habitait donc Revieille du Temple. Avec mes parents, on allait au Point Virgule excessivement régulièrement. Donc, j'ai découvert plein de gens là-bas. Ensuite, je connaissais par cœur le spectacle de Valérie Lemercier. Voilà, c'était une fascination pour les humoristes, mais j'avais pas forcément intégré que moi, je voulais être sur scène. C'est juste que je les trouvais incroyables. Et je voulais leur ressembler, mais j'avais pas fait ce twist-là parce que j'ai jamais pris de cours de théâtre, par exemple. Donc, j'avais pas passé le cap d'aller moi-même sur scène. Mais c'est vrai que là, il y a eu un peu un alignement des astres il y a 2 ans, et je me suis dit, ouais, si, c'est quand même un peu présent, un peu là. Il faut que la gosse, au fond de moi, fasse
fassent ce pas-là. Ressurgissent. Ouais, ressurgissent. Et du coup, tu voulais faire quoi comme métier, enfant? Je voulais être styliste. Un autre truc que je vais faire probablement. Ouais. Non, je voulais être styliste et en fait, pour 1000 raisons probablement propres à plein de gens ici, mais c'est compliqué quand on est dans un cursus scolaire classique de dire après je vais faire du stylisme. On me dit non, c'est dommage, je voudrais peut-être plutôt faire une école de commerce, hein, ce serait mieux. Donc du coup, je me suis un peu laissée emporter par cette machine-là qui m'a éloignée de ce rêve-là, mais j'ai toujours su que j'allais faire un truc de mes mains. Et finalement, les films, parce que c'est par là quand même que j'ai commencé ma reconversion, c'est une façon de créer quand même quelque chose de rien. En fait, j'aime bien le fait de partir de rien ou de matière brute et de la transformer pour en faire un produit fini. Finalement, un vêtement, c'est du tissu transformé en recousu, et un film, c'est plein de talents réunis qui transforment en un objet filmique. Intéressant. On y reviendra longuement. Tu parlais de parcours un peu balisé, dont on a du mal parfois à sortir. Peut-être aussi de premières injonctions à ce moment-là, pas encore perceptibles. Donc, comment tu te diriges vers Sciences Po ? Alors, Sciences Po, c'est vraiment un accident de parcours. C'est complètement con. En fait, ce qui s'est passé... C'est dur pour ceux qui l'ont loupé ? Non, mais en fait, ce qui s'est passé... donc, je fais une terminale S, parce qu'il faut faire S quand on a les moyens de faire S, parce qu'en fait, ça t'ouvre toutes les portes, alors qu'elle, on le sait bien, ça ferme toutes les portes. Donc évidemment, pour une nana comme moi, qui était littéraire, qui écrivait des nouvelles, c'était d'une logique, mais implacable. Donc, clairement. Voilà, donc je me retrouve en terminale S, et on me dit, maintenant, il faut faire une prépa HEC, parce que tu vas faire une école de commerce, parce que ce sera bien, et puis tu feras du stylisme en cours du soir. Et en fait, ce qui est étrange, c'est que je m'inscris en prépa HEC et aussi à Dauphine. Et je pars finalement à Dauphine en me disant, vous savez quoi, ça va être quand même plus cool, ça va être la fac, ça va être sympa, on va être bien. Et ça me plaît pas du tout. C'est une catastrophe, la rentrée est mais vraiment cataclysmique. Je décide de quitter Dauphine, donc là c'est l'ouragan à la maison, on ne peut pas quitter une année commencée, etc. Et mon père me dit, tu peux quitter Dauphine si tu trouves autre chose à faire à partir de janvier. Donc là, je me mets en recherche, je me dis qu'est-ce qu'on peut bien commencer en janvier à Paris, sachant que l'année scolaire en France, c'est pas comme aux États-Unis, c'est pas des semestres. Et je trouve une prépa Sciences Po, truc privé. Je me dis voilà, je vais faire une prépa Sciences Po, truc qui ne fait aucun sens. Et donc je suis rentrée en prépa Sciences Po, et à la fin de l'année, l'idée n'était pas au départ de passer Sciences Po, mais juste de passer l'année. Et puis comme d'habitude dans ma vie, une fois que j'ai commencé un truc, je trouve ça chouette. J'ai passé les concours et finalement j'ai été reçue à Lille, et donc je me suis retrouvée comme ça à Sciences Po. Je note que déjà, tu as quand même le caractère et le désir de faire des bifurcations assez marquées. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est un truc qui revient régulièrement dans mon parcours, la bifurcation, tout à fait. Ouais, effectivement, mais là, je ne pensais pas que ça commençait aussi jeune. Et tu as dit un truc là sur lequel je m'arrête un peu, tu écrivais des nouvelles donc. Ouais, elles étaient nulles, hein. Mais il y en avait pas mal. Et c'était quelque chose que tu faisais régulièrement ? Ouais, j'ai retrouvé pas mal de cahiers, de carnets avec moultes histoires qui ne seront pas publiables, je pense. Déjà un besoin de s'exprimer, et par l'écrit. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Ça servira pour les archives plus tard. Ou pas. Après Sciences Po, le CELSA, parce que tu as une envie de communiquer. Parce qu'envie de communiquer, parce que le journalisme, c'est quand même une piste qui me plaît bien. Toujours l'écriture, toujours un peu ce côté s'intéresser à des choses qui sont pas forcément naturelles pour moi ou qui me sont assez étrangères. Et puis la com, le marketing, tout ça maintenant est assez relié finalement, surtout dans une école comme le CELSA. Ça me permettait aussi de me professionnaliser. Parce que Sciences Po, c'est à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des masters de professionnalisants, mais à l'époque, c'était quand même très culture G, politique, etc. Mais ça nous apprenait pas un métier. À propos de métier, du coup, premier job dans le marketing, comme si tu avais passé HEC en fait. Voilà, finalement, je boucle la boucle, absolument. C'était un pied de nez à mes parents, ça. Tu commences quoi chez Pernod Ricard, c'est ça ? Ouais. Tu fais quoi là-bas ? Je suis dans le service de communication corpo du groupe. D'accord. Et tu restes combien de temps ? Je reste peut-être 9 mois. Ça commence par un stage, ensuite on me propose un CDI. Long story short, j'ai eu un petit pépin de santé et en fait j'ai dû démissionner. Et du coup, de là, s'est enclenchée ma reconversion. Ok, donc une autre bifurcation. Voilà. Et pourquoi le cinéma ? Parce qu'en fait, pendant tout ce temps-là, j'avais aussi découvert les joies du montage avec un petit caméscope mini DV que j'avais reçu quelques années plus tôt
en cadeau et je me découvre grâce à ça une passion, enfin en fait non, une qualité que je pensais pas avoir qui était la patience, parce que j'ai toujours l'impression d'être quelqu'un de très impatient et tout d'un coup avec des rushs, avec du temps à passer sur un ordinateur à essayer de mettre tout ça bout à bout, je découvre qu'en fait c'est le seul endroit où j'arrive à passer longtemps, à être très patient et à chercher vraiment dans la minutie ce qui me caractérise pas du tout dans la vie. Et j'y prends énormément de plaisir. Et tout d'un coup, je me dis, en fait, si c'est comme ça que je pouvais raconter mes histoires, ce serait super. Et c'est vrai que le montage, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est vraiment c'est vraiment un moment où il faut être très patient. Ça prend un temps de fou, très minutieux. On travaille les raccords. On peut parfois y passer vraiment. On peut passer 1 heure sur un raccord entre 2 plans. Et c'est presque un travail qui pourrait s'apparenter à, je sais pas, de l'ébénisterie, quoi. On est dans la dentelle, on travaille dans le détail, et c'est pas du tout ce que je fais dans la vie. Donc je trouvais ça assez intéressant de me dire, tiens, là, j'y prends du plaisir. Et du coup, tu fais une école. Oui. Tant qu'à faire. Mais on retrouve d'ailleurs ce côté académique, tu vois, sur d'autres bifurcations. Ouais, mais j'ai un peu le syndrome de la bonne élève et aussi un gros complexe de l'imposteur. C'est que je me dis, oui, c'est bien de vouloir faire des films, mais j'y connais rien. Alors oui, le montage, je suis autodidacte, mais avant ça, faut voir la qualité de l'image. On avait encore un peu de boulot là-dessus et du coup, je me dis, formation continue. On va pas non plus y repasser 3 ans, on va se détendre. Mais formation continue pour vraiment apprendre les bases du métier et me donner une petite crédibilité. Et du coup, sur la confiance, ça fonctionne quand tu sors de l'école? Tu te sens prête? Alors, prête à être réal, non, mais je commence par faire d'autres postes, régisseuse, assistante réal, qui sont des postes où on peut, avec une bonne qualité organisationnelle, se défendre assez rapidement, en tout cas plus vite qu'il y a des postes de technicien. Et de là, j'ai évolué gentiment vers la réal. Ouais. Et oui, parce que tu m'as dit qu'assistant réal, c'est contre-intuitif, ce n'est pas du tout un réal. Non, ça l'est pas. C'est vraiment un métier à part, l'assistanat réal, et c'est contre-intuitif. C'est vraiment la personne qui va protéger le réalisateur de tous les problèmes logistiques et organisationnels qui tournent autour et qui gravitent autour de son film, et qui va faire le tampon finalement entre la production, les techniciens, les comédiens et le réalisateur. Par contre, là où c'est hyper intéressant, c'est qu'on est vraiment très très proche du réalisateur et qu'on peut l'observer, regarder comment il travaille et apprendre de lui. On est en quelle année là? 2009. 2009. Donc l'année où tu crées ton agence, ta boîte de prod, Content, bien avant tout le monde. Tu me racontais, parce qu'on est venu te voir, on t'a demandé, attends, mais Laura, tu sais faire ça, est-ce que tu peux pas faire ça pour nous? Ça part avec un premier client. Ouais. Une commande. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, très vite, je veux faire mes premiers films. Les boîtes de prod avec qui je travaille comme assistante réal ne me voient pas du tout comme une réalisatrice. Qu'à cela ne tienne, je me dis, écoute, je vais monter ma boîte de prod, comme ça, je pourrais réaliser. Nouvelle bifurcation, et j'ai pas de clients, donc faut bien bouffer. Et c'est le début du brand content, des premières vidéos qui coûtent pas trop cher, qu'on met sur YouTube, où tout d'un coup il y a des nouveaux budgets digitaux qui se créent, mais il y a 2000, 3000 euros, quoi. Il y a pas les 150 000 qu'on met dans une pub à la télé. Et tout mon réseau professionnel qui est issu de Sciences Po et du CELSA, sont maintenant en marketing chez L'Oréal, chez Heineken ou autres, et me disent attends, ça tombe bien, tu pourrais peut-être me faire une petite vidéo. Et du coup, je me retrouve avec ma caméra, les PD 150 de l'époque, qui sont vraiment des caméras totalement dépassées aujourd'hui, à aller filmer le DG qui raconte quels vont être les nouveaux objectifs de la boîte pour l'année à venir. Ça, tu vas le faire presque 10 ans, ouais. Je crois, qu'il se passe plein de choses dans ces 10 ans. Mais il y a 2-3 points peut-être d'attache. En 2016, tu écris et réalises un film qui s'appelle Accord battant pour l'UNICEF, qui est l'union des associations qui œuvrent à lutter contre la sclérose en plaques. C'est quoi le lien? Comment ça se déclenche, ce truc? En fait, ma tante est décédée de la sclérose en plaques après une très très longue maladie au Liban, et c'était un thème qui me tenait énormément à cœur. J'avais déjà fait une première version d'Accord battant totalement brouillon 10 ans plus tôt avec mon caméscope mini DV qui avait l'âme mais pas l'image. Et en 2016, j'ai décidé de retourner avec les moyens qui étaient maintenant les miens, avec l'argent que je pouvais mettre de côté grâce à la prod pour le financer, pour l'offrir à l'UNICEF et qu'ils aient un outil de communication qui me semble à la hauteur de la cause. Tu m'as dit que tu avais des moments grisants en tant qu'entrepreneur, parfois. C'est chouette, l'entrepreneuriat. Après, c'était pas mon objectif de vie, mais c'est vrai que c'est assez grisant de partir de moi toute seule avec ma petite SASU, et puis finalement de la développer, de pouvoir recruter des gens, de voir les projets grandir, les bénéfices augmenter. Enfin, il y a un côté un peu, j'aurais pu continuer en fait. Il y a un moment
on se dit, mais en fait, je vais jamais m'arrêter. On peut grossir, on peut prendre des locaux, on peut recruter des gens, mais tout d'un coup, je me dis, mais en fait, c'est pas là que j'ai envie d'aller. Ça se passe quand ? Ça se passe en 2019, donc 10 ans après. Mais tu te le dis rapidement ou c'est quelque chose qui a mûri en toi ? Non, ça a mûri. Honnêtement, chaque année, je réfléchis à me dire pourquoi est-ce que je fais ça, quel est l'objectif. Mon objectif, c'est de réaliser des films. Est-ce que je réussis à faire cet objectif avec cet outil ? Oui, non. Et en fait, c'est jusqu'à un moment, la réponse était non. J'arrivais plus à... Enfin, finalement, il y a d'autres sociétés de production qui ont commencé à me repérer, grâce notamment à Accord Battant, mais aussi à d'autres réalisations que j'avais faites, à me donner du travail comme réalisatrice indépendante, avec leurs moyens, avec aussi eux qui gèrent toute la logistique et la partie commerciale derrière qui, moi, ne m'intéressait pas. Et en 2019, en fait, c'est ma meilleure année en termes de CA, mais j'ai aussi parallèlement réussi à avoir mon statut d'intermittente. Je ferme la boîte. Ouais, gros geste après avoir fait tout ça. Mais ce que tu as dit là, c'est que chaque année, en fait, tu essaies de faire le point sur ce que tu as fait, ce que tu veux faire, pour te recentrer, en fait. Ouais. Pas perdre de vue l'objectif. Comme tu l'as dit, je fais des bifurcations, mais j'ai quand même un objectif ou plusieurs objectifs assez bien identifiés. Ouais, mais c'était une question que j'avais d'ailleurs. Est-ce que tu suis un chemin puis tu vois où ça te mène ? Non, clairement tout ça est très objectivé. Tu te remets en cause régulièrement. Tout le temps. Et c'est une discipline en fait. Ou c'est un besoin. Au-delà d'une discipline, ça s'impose à moi en fait. Il y a toujours un moment où je me dis mais pourquoi je suis en train de faire ça ? Est-ce que ça sert ce que j'essaye de faire à terme ? C'est juste que j'ai compris que c'était une course de fond, tous ces métiers. Réalisateur, auteur, humoriste. Ça se fait... Enfin, si, il y a peut-être pour quelques personnes, ça peut marcher en très peu de temps. Mais moi, clairement, on est sur une dynamique de l'ordre de la dizaine d'années. Et donc, je me dis juste comment je vais y arriver en restant maître de moi, de mon temps, de mon énergie. Et j'avais pas envie que ça dépende des autres. J'avais pas envie d'être là à toquer aux portes pendant des heures et des jours et des mois. J'avais envie que ça passe par moi. Très bien. Et plus que très bien, parce que du coup, ça te permet de faire des cours qu'on peut voir sur tes différentes chaînes. Il y a des formats qui sont un peu des mini-séries, comme Télétravail ou Bonne à marier. Oui, plus vieux Bonne à marier. je laisserai chacun découvrir. Verse toujours, qui est un format un peu plus particulier, où là, on est tous cloîtrés chez nous. Et tu te dis que tu vas mettre à l'honneur les professions de la restauration ou ces métiers dits non essentiels, avec un angle qui est l'impact psychologique, alors que c'est le tout début, donc personne ne parle encore de cet impact-là. Et toi, tu fais une réal qui est assez touchante, que chacun peut voir aussi. Je crois que c'est un film dont on a pas mal parlé. Ouais, c'était une carte blanche en fait qui m'a été donnée par la fête du court-métrage, qui évidemment cette année-là ne s'est pas déroulée comme prévu, et qui m'avait proposé de faire un film en me donnant carte blanche sur les non-essentiels. Et j'avais choisi les restaurateurs parce que d'abord j'avais plus de distance vis-à-vis d'eux et je trouvais ça plus simple de parler d'eux que des métiers qui me concernent directement. Et en plus, ça m'a inspiré. Effectivement, l'impact psychologique, c'était pas ce dont on parlait le plus. On parlait énormément de l'impact financier, social, mais pas psychologique. Comment tu écris pour ces formats ? Comment ça se passe ? Et est-ce que justement la routine ou la discipline pour le faire ? Pour ces formats très courts comme ça, c'est des fulgurances. En fait, ça vient d'un coup. En fait, ça tourne dans mon cerveau pendant longtemps et tout d'un coup, j'ai l'idée, mais ça va être dans la queue du supermarché ou en train de donner le bain à mes enfants, ce qui est un peu pénible d'ailleurs parce que ça fait que je m'arrête régulièrement pour prendre mon téléphone et noter des choses, ce qui peut être désagréable pour les gens autour de moi. J'en ai conscience. Mais voilà, ça vient d'un coup et Verse toujours, je l'ai écrit entre minuit et 1h du mat pendant les vacances de février et c'était tourné 2 semaines plus tard. Ça va très vite. Après, c'est des formats très courts, et puis en l'occurrence, dans celui-là, il y avait peu de texte. Mais c'est vrai que ça vient, c'est des concepts, en fait. Donc là aussi, un peu de discipline. Donc l'idée te vient, tu prends le temps de la noter. Ouais. Et tu reviens sur certaines, peut-être que sur d'autres, tu les laisses un peu en jachère. Oui, il y en a beaucoup. Après, c'est de l'investissement peut-être pour plus tard. Ok. Et après, en revanche, tu t'écris rapidement dans la foulée, une fois que tu as eu cette fulgurance, tu laisses pas refroidir. Non, j'écris tout de suite. Ouais. J'écris vraiment tout de suite, le plus vite que je peux. C'est-à-dire, si je suis en dîner avec des amis, je vais me retenir jusqu'au retour, mais je peux écourter un peu le dîner. J'ai peur de l'oublier, j'ai peur de le perdre en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de... On sait qu'une idée, on pense qu'on peut pas l'oublier parce qu'elle est bonne, mais en fait si, on peut l'oublier. Le nombre d'idées oubliées, qui étaient peut-être pas bonnes d'ailleurs, mais on sait pas, je préfère tout de suite transformer. Et parmi les cours que tu fais, il y a Bébé Carbone. Ouais. Je sais pas si tu l'as fait avant ou après. Juste avant Verse toujours. Juste avant Verse toujours. Bébé Carbone, c'est un couple qui fait gaffe à limiter son impact et se retrouve piégé par l'empreinte carbone de son bébé. Alors, ils ont fait un bébé, donc c'est 58 tonnes de CO2
émis. Et alors, ils tournent le problème dans tous les sens, mais ils sont comme nous tous, ils sont pris entre de multiples feux. Ah, tiens, mais si on faisait ça, on va faire des couches lavables, oui, mais du coup, ça va consommer de l'eau, etc., etc. Donc, ils trouvent pas de solution, quoi. Ils sont un peu coincés, comme nous tous, entre nos injonctions qui viennent de l'extérieur, ou certaines d'ailleurs qui viennent de nous-mêmes désormais. Et on essaie tous de trouver un chemin et de vivre avec ces dissonances. Et ce sujet-là, c'est un thème, on en avait parlé un peu ensemble, qui semble être un fil rouge sur pas mal de tes réalisations et de ton écriture, aussi bien sur les chroniques modestement positives de So Good, sur lesquelles on reviendra après, dans ton spectacle, et là encore. Est-ce que c'est quelque chose que tu as conscience d'explorer ? Un peu grâce à toi, en fait, finalement. J'avais pas vraiment fait ce lien par rapport à l'injonction et à la réaction à l'injonction. Mais une fois que tu l'as verbalisé, ça m'a semblé assez évident. Donc, écoute, ravi merci. d'avoir été utile pour une fois. Et donc toi, tu te sens piégé par ça ? J'ai l'impression que c'est de ça que tout le reste découle, en fait. Quand j'écris mes chroniques pour So Good sur l'écologie, finalement, le fait d'être coincé dans ces injonctions à être la femme parfaite, la mère parfaite, l'épouse parfaite, la meuf qui bosse bien, qui a de l'ambition, mais pas trop, etc., fait que ça devient d'autant plus difficile d'être efficace sur la partie écolo, impact, etc. Donc, moi, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, c'est un peu mon cheval de bataille, quoi. Donc, j'ai vraiment la sensation qu'aujourd'hui, cette partie femme, féminine, féministe, maman, etc. Ça conditionne quand même énormément les choix que je fais et ma vie au quotidien. Donc, ça reste mon sujet de prédilection. Et d'ailleurs, dans le dernier So Good, ta chronique aborde justement ta rencontre avec un lombricomposteur. Absolument. Et c'est vrai qu'elle démarre avec tu as tes 2 enfants dans chaque main. Voilà, maintenant je reconstruis. 200 hurleurs, oui, tout à fait. C'est ça. Et en plus, on me demande, mais attends, mais est-ce que tu as un lombricomposteur chez toi ? Voilà. Et ça représente bien, voilà, tu vois, tous les feux qui viennent sur nous. Et là, tu mets en avant le fait que ça vient principalement et que sur les femmes qui ont ça en plus à gérer. C'est la notion vraiment de culpabilité. C'est-à-dire que tout d'un coup, on arrive encore à se culpabiliser. Je dis pas nous culpabiliser, je dis vraiment à moi, personnellement, je m'auto-culpabilise énormément. J'ai conscience que c'est aussi, ça vient beaucoup de moi. Voilà. J'ai l'impression d'essayer d'être à mon max et il y a encore quelqu'un qui va pouvoir me dire, mais attends, mais ça, tu le fais pas. Et ça va avoir un impact sur moi. Donc, c'est probablement éducationnel, tout ça. Et alors, c'est pour gérer la culpabilité que tu le poses sur le papier ? Ouais, sûrement. Puis pour aussi, c'est pas dans une, j'essaye pas d'être prétentieuse en disant ça, mais je pense qu'on est nombreuses à ressentir ça. Donc c'est aussi pour pouvoir partager, décomplexer les autres, dire il y a pire que vous. C'est toujours un peu caricatural dans mes chroniques So Good, donc voilà, je force un peu le trait, mais c'est aussi pour dire no worries, on est tous dans le même sac, ça va aller, ça va le faire. On a le droit de penser ça, on a le droit d'être saoulé, on a le droit de dire que ça nous saoule en fait, et voilà. Et écoute, je te confirme que ça fait du bien de lire ce type de chronique. Et d'ailleurs, moi, je suis tombé sur toi par ce biais en premier, et je me suis tout de suite reconnu. Je ne suis même si je peux pas tout englober en termes de problématiques, mais je me suis reconnu. Mais effectivement, on est tous. En fait, ces culpabilités sont nouvelles, et peut-être qu'elles sont moins nouvelles. C'est marrant, je pensais pas du tout que c'était une direction qu'on allait prendre, mais pour les femmes, c'est peut-être plus nouvelle pour les hommes aussi. Et d'ailleurs, dans Bébé Carbone, la femme et l'homme ont des rôles très très différents sur la manière d'ailleurs d'interagir avec leur culpabilité eux-mêmes, quoi. C'est intéressant dans Bébé Carbone, maintenant que tu le dis, la femme est toujours dans le non ça marchera pas et lui est toujours dans je propose des solutions. C'est un cliché classique du couple hétéro, mais il y a vraiment ce truc-là de j'y ai déjà pensé et ça marchera pas. Donc, comme si ce cerveau allait un peu plus vite. Et c'est très cliché, mais j'ai la sensation, en tout cas moi, de m'y reconnaître. Donc je l'ai écrit comme ça, pas pour rien. Et moi j'ai adoré le modestement positif, parce que je pense qu'on devrait tous se le lire. Bon, on a tous des gens. Alors voilà, là aussi il y a sans parler d'un discours corporate des entreprises, mais chacun dit voilà, je fais ci, je fais ça, alors que finalement on fait que des petits pas. Finalement on est tous comme la femme que tu décris dans ton spectacle qui va tout scanner avec Yuka et hyper précise sur un pan de sa vie, et puis va manger des fraises tagada toute la soirée en regardant Netflix, quoi. Et je pense qu'on est tous un peu comme ça. Il faut pas se mentir à soi-même non plus, et pas mentir aux autres dans sa manière d'en parler. Peut-être qu'on vivrait mieux ensemble aussi si on dédramatisait un peu comme tu le dis. Et je trouve que ça sert à ça. Et une question quand même,
Parce que là, tu parlais de lombricomposteur. Est-ce que tu l'as, ce lombricomposteur Non, chez je toi? l'ai pas pris. Je t'ai dit, c'était trop encombrant. J'habitais à 1h15 de transport. Je l'ai pas pris. Mais maintenant, j'emmène mes déchets au composteur de quartier que j'ai trouvé, qui n'était pas si loin. Comme quoi ça avance, tu vois, même modestement. Voilà. Finalement, c'est tout l'objet du titre. C'est de dire, bon, on n'arrivera peut-être pas à me faire ce qu'il faudrait absolument faire dans l'absolu parce que ça correspond pas à mes capacités, même psychiques du moment. Mais je peux progresser doucement et faire mon petit bonhomme de chemin et au fur et à mesure, ça évolue. C'est chronique so good. C'est un peu comme comme tes cours. C'est une fulgurance qui vient et tu poses l'idée, puis après tu poses sur le papier. C'est plus long les chroniques parce que c'est des expériences. Je les fais vraiment. Donc en fait, je décide de l'expérience. Donc là, c'était, je vais me former au lombricompost. Petit spoiler alerte, mais donc pour le prochain magazine So Good, ce sera sur les steaks vegan. J'y passe du temps parce que du coup, je teste vraiment. Je fais l'expérience. C'est donc une histoire vraie. C'était une des questions que j'avais. Tout est vrai. Tout est vrai. Très bien. Ben, ça, tu vois, ça donne un autre éclairage et ça me permettra de le lire d'une autre manière, maintenant que j'en suis sûr. Faut pas douter. Et alors, sur cette dédramatisation, tu vois, et de vivre un peu avec des injonctions, des prises entre plein de feux, et pour vivre confortablement avec, il faut, c'est vrai, le reconnaître et prendre un peu de distance. Et il semblerait que l'humour soit un bon vecteur pour le faire. Et au moment où chacun cherche des nouveaux narratifs pour créer de nouveaux imaginaires et faire en sorte que ça fasse avancer les gens dans les différentes transitions, So Good, justement, dans ton dernier numéro, je suis pas là pour faire de la pub, mais pose cette question: l'humour peut-il sauver le monde? En prenant cet angle que est-ce que c'est pas le moyen de faire avancer les gens, de parler à leur intelligence sans être directif, sans montrer du doigt, sans culpabiliser? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis complètement en phase avec ça et c'est vraiment ce que j'essaye de faire dans tout ce que je produis et qui est lié à l'humour. Je ne fais pas que des choses humoristiques, mais j'en fais beaucoup parce que j'ai vraiment la sensation, alors c'est certes une arme périlleuse, parce on est toujours sur le fil. Est-ce qu'on va vraiment comprendre ce qu'on est en train de dire? Est-ce qu'on bascule pas de l'autre côté? Est-ce que c'est pas contre-productif? Mais en même temps, et je l'ai vu là avec un court-métrage que je viens de sortir plutôt féministe, ça permet d'emporter les détracteurs, de les emmener avec nous, en leur tendant un peu la main et en appelant à une autre partie de leur cerveau, en n'étant pas directif, en n'étant pas descendant, en n'étant pas condescendant non plus, en ayant vraiment ce truc de ok, autodérision, on y est tous, mais bon les gars, il va falloir faire un effort. Et j'essaye vraiment de le manier, alors parfois peut-être avec plus ou moins de subtilité. Et la difficulté dans l'humour, c'est qu'on peut vite se planter et la sanction tombe très vite. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais les humoristes sont régulièrement victimes vraiment de haters sur les réseaux aujourd'hui. La moindre chronique un peu moins bonne, le moindre faux pas, c'est dur quoi. C'est vraiment un métier difficile. Mais quand ça marche, c'est tellement grisant de se dire j'ai réussi à faire passer un message et en même temps j'ai fait passer un bon moment à tout le monde. C'est quand même plus sympa. Tu parlais de ton dernier cours que tu fais dans le cadre d'un festival. Ouais, le festival Nikon. À l'heure où ce sera diffusé, je ne sais pas si ce sera encore en cours. Ça se clôt quand, les votes? Les votes du public se terminent, je crois, le 10 avril. Et juste avant, fin mars, ils annoncent les 50 films présélectionnés pour être soumis au jury. Ok, donc on est bon. Allez voter pour la scène. La scène.e. Point médian, E. C'est l'écriture inclusive de la scène, CENE.E. Et il se passe quoi durant cette scène inclusive? Écoute, c'était un thème. Donc il y a quand même un thème qui est donné par le Nikon Festival qui était le chiffre 13, le nombre 13. Et moi, j'ai pris l'angle de remettre en scène la scène de Jésus, mais entouré de 12 apôtres femmes. Et c'est décalé, c'est plein d'autodérision, mais aussi avec un message un petit peu féministe derrière. Ça s'attaque plus au patriarcat qu'à la religion. Je réponds là déjà aux quelques messages privés un peu agressifs que j'ai pu recevoir. mais voilà, c'est toujours pareil. Quand on manipule des thématiques difficiles, ça peut arriver. Mais voilà, c'est un film qui se prend pas au sérieux, qui dure 2 minutes 20. Donc c'est pareil, c'est ces petits concepts, mais avec quand même l'envie de faire passer un petit message en douceur. Il y a toujours des mécontents finalement. Toujours. À ce que je comprends. Là, je m'attendais pas, tu vois. Je peux poser la question, quel type de hater peut venir? Voilà. Mais c'était pas, c'est plus là lié au fait le simple fait de remettre en scène un moment fondateur d'une religion est par définition mal interprété. Ce qui est dommage parce qu'en fait, en ce qui me concerne, je trouve que la scène qui donc s'est passée à 13 hommes, ou peut-être une femme et 12 hommes, mais bon, a priori 13 hommes, c'était lié à une époque.
Ça aurait été très incongru, voire totalement impossible qu'ils mettent en scène des femmes dans ce... Et c'est pas leur faute, c'était juste lié à l'époque. On est 2000 ans plus tard, effectivement, ça questionne. Que se serait-il passé si ça avait été des femmes ? Bon, et en l'occurrence, j'espère avoir mis suffisamment d'autodérision pour montrer que, voilà, pas que du bien, mais en tout cas, beaucoup de rire. Et donc, ça s'attaque pas spécialement à la religion, mais voilà, de fait... Je confirme, c'est très marrant. Et tu aurais été bien plus iconoclaste, peut-être en remplaçant Jésus par une femme. J'ai pas voulu, ouais. J'ai pensé. C'est pas un reproche, hein, mais non, dire que... non, mais ça m'amusait. Enfin, je pense qu'on aurait perdu la notion d'humour. En fait, c'est le fait que ce soit un homme qui m'a permis d'avoir ces ressorts comiques. J'aurais pu mettre une femme, mais ça aurait pas été le même film. Et t'écris toujours toute seule ? Alors, maintenant, oui. J'ai écrit dans le passé, notamment BAM, t'as souligné Bonne à marier, je l'avais coécrit à l'époque. Et moi, j'aime beaucoup la coécriture. Donc, si parmi tes auditeurs, auditrices, il y a des gens qui ont envie de coécrire, je suis ouverte. Je trouve qu'on est, notamment en humour, beaucoup plus riche et beaucoup plus percutant à deux. L'invitation est passée. C'est quoi l'initiative ? Bon, tu vois, t'es quand même un peu engagé à essayer de trouver un cheminement qui te correspond pour avoir un impact le plus positif possible. En fait, en terminant un projet, j'en ouvre un autre. C'est un peu mon mode de fonctionnement. Donc, en 2019, je clôt Wissy Productions. Pour la petite histoire, mon comptable me dit tu as 2000 € de diff à dépenser rapidement, sinon ils seront perdus. Qu'est-ce que tu veux en faire ? Le soir même, je dîne chez des potes, je rencontre un mec qui fait le conservatoire en one-man show et on se remet à parler de tous ces humoristes qui ont forgé toute mon enfance et tout. Et je me dis, mais en fait, si c'est possible, on peut faire ça. Le soir, sur Internet, je trouve qu'il y a une école du one-man show qui est sponsorisée par l'AFDAS, donc par l'organisme qui me donne ce droit à la formation. Et je m'inscris. Et je fais un stage de 3 semaines qui me fait faire mon premier sketch. Et de là, en fait, c'est le Covid, fermeture de tout, fin des tournages, j'ai plus de travail. Et du coup, je rentre en écriture. Tu m'as dit que tu avais transformé justement ce pépin en pépite sur la punchline. Ouais, une punchline que j'aime bien réutiliser. C'était en fait une chance dans la malchance. Et donc concrètement, tu peux écrire ton one, on dit comme ça. Comment tu fais ? Comment tu te disciplines ? Alors, j'ai 0 discipline. En plus, j'ai les gosses sur le dos et tout, c'est le bordel. J'écris quand je peux, mais ça, en fait, ça a coulé assez vite parce que c'est tout ce que finalement j'avais jamais mis dans mes films. C'est beaucoup plus personnel. En tout cas, c'est vraiment mon histoire, quoi. Donc, même si j'essaie de l'universaliser au maximum, mais il y avait tout ça qui avait besoin de sortir et que j'avais pas sorti autrement. Et c'est sorti assez vite. Et après, par contre, il a fallu le mettre en scène. Ça a été un travail plus difficile pour moi qui n'étais jamais montée sur scène. J'ai trouvé un metteur en scène, Yoann Lavéan, qui a accepté de m'accompagner. Et là, on a pu travailler là aussi parce qu'en fait, les théâtres étaient fermés, les ciné étaient fermés, on n'avait pas de boulot, quoi. Et l'écriture, qui est un exercice différent de l'écriture dans le cinéma. Ouais. Comment tu l'abordes, ça ? Ça, c'est un peu le stage qui m'a donné quand même quelques outils sur l'écriture spécifique de l'humour sur scène, enfin du stand-up. C'est quoi une vanne ? Comment ça se construit ? Pourquoi ça te fait rire ? Enfin, tout d'un coup, on rentre vraiment dans l'analyse de qu'est-ce qui fait rire, pourquoi on rit en fait, qu'est-ce qui nous fait rire dans la vie. Et une fois qu'on a compris ça, après, c'est un mécanisme à appliquer. Ouais. Pourquoi on rit ? Essentiellement l'inattendu. D'accord. En fait, la rupture de logique. Quelqu'un qui tombe dans la rue, c'est inattendu. Et aussi, quand on commence une phrase et qu'on la termine de manière totalement intempestive, ça fait rire. Donc, c'est les jeux de mots, c'est le contre-pied, c'est le paradoxe. C'est assez intéressant à étudier, je trouve. Bon, maintenant, après, je décortique tout, c'est chiant. mais c'est assez intéressant une fois qu'on a compris la mécanique. Donc, toujours la partie un peu étude. Et tu parlais aussi de syndrome de l'imposteur. C'est quand même un step qui me paraît moi très très impressionnant de là où je me trouve, de dire attends, je commence une nouvelle vie, je vais me mettre en scène moi-même d'ailleurs. Je sais que c'est pas forcément ton idée première là-dessus, mais tu as envie de l'incarner parce que c'est ton histoire. Il y a quand même beaucoup de pas à franchir là, je trouve, en termes de confiance pour arriver à faire ce que tu as réalisé. Comment tu as travaillé là-dessus ? J'en sais rien. En fait, ce qui est étrange, c'est que je me suis posé ces questions qu'après avoir commencé. Au début, c'était un peu pareil, c'était abstrait. Je me disais, je vais monter sur scène, on s'en fout. Enfin, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer ? C'est qu'une fois sur scène que j'ai compris effectivement le danger et l'exposition à laquelle ça m'amenait.
pas toujours confortable d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est tellement grisant de faire rire que ça réussit à compenser la violence que c'est, parce qu'on est vraiment une. Pour le coup, c'est assez douloureux. Pour moi, être sur scène, être exposé, c'est compliqué. Mais j'y prends beaucoup de plaisir quand la scène est avec moi. Et c'est aussi pour ça que j'essaye pas de sortir de la scène. Je reste dans l'éphémère, dans ce qui reste dans une salle de théâtre. Je vais pas aller devant ma caméra, je suis beaucoup mieux derrière. Après, il y a aussi l'image et la réalité. Tu as certainement une image de moi en représentation avec plein de confiance en elle qui fait plein de choses. Et puis après, il y a la réalité derrière. Mais un jour, quelqu'un m'a dit, et ça m'a drivé, ça me l'a dit en 2007-2008, au moment où je faisais un peu ma première reconversion. Il m'a dit, si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera pour toi. Ça continue de me driver aujourd'hui. J'essaye de me le répéter quand j'arrive pas à dire aux gens bonjour, je m'appelle Laura Gazal et je suis réalisatrice ou je suis humoriste. Quand j'y arrive pas, je me dis si toi tu le dis pas, eux, ils vont pas le dire. Donc voilà. Faut que tout le monde arrive à se rappeler ça. Super conseil. Tu m'as dit que si tu continuais dans le stand-up, c'était plutôt pour écrire pour d'autres, plus pour toi? En tout cas, là, tout de suite, j'ai pas envie d'écrire un deuxième spectacle. Celui-là n'a pas fini sa vie et j'ai pas de nouvelles choses vraiment à raconter personnellement, peut-être après la quarantaine. Mais j'aimerais bien écrire pour d'autres. Encore une fois, l'écriture, c'est vraiment mon dénominateur commun à toutes mes activités, quoi. Est-ce que tu aurais un conseil? Là, tu vois, tu as donné un conseil sur comment essayer de se parler à soi-même et retrouver de la confiance et peut-être, tu vois, prendre de la distance avec ce que tu peux ressentir à cause des agressions extérieures, quelles qu'elles soient. Est-ce que tu aurais un conseil créatif à donner pour l'entretenir, pour la déclencher? Moi, ce que je fais, c'est je sors de chez moi avec mes écouteurs, ma musique et je regarde tout ce qui se passe autour de moi ou je me pose au café toute seule et j'observe le monde. C'est vrai que nos téléphones portables ne nous aident pas à faire ça et je me force, peut-être c'est la seule chose que je me force à faire, c'est sortir et regarder le monde. C'est là que je trouve l'inspi, c'est là que tout d'un coup il va se passer quelque chose où je me dis ok, si demain je dois faire une scène comme ça, il faudra qu'il y ait des figurants derrière qui font ça, ça et ça, parce qu'en fait ça nous nourrit. Tout ça, c'est nourri de la vraie vie. Donc après, on tire le fil, on l'exagère, on le caricature ou autre, mais regardez ce qui se passe dehors. C'est là que vient, enfin, en tout cas, mon inspiration à moi, elle vient de là, et c'est pour ça que d'ailleurs, les idées, je les ai jamais toutes seules chez moi en faisant rien. Je les ai dehors. Est-ce que tu as des recos lecture ou visionnage? Je viens de terminer la série En place, que j'ai trouvée plutôt réussie et assez intéressante. J'ai regardé, ça c'est dans l'actu vraiment Netflix. Si, il y a une série que j'ai découverte, qui est sortie en 2019, qui s'appelle Mental, sur des ados en clinique psychiatrique, et j'ai trouvé qu'ils avaient réussi une performance incroyable. C'est d'amener de l'humour, du décalage, de la folie dans un truc assez dark. Et franchement, je le recommande à tout le monde, surtout aux parents qui ont des enfants plutôt en bas âge qui vont devenir ados. J'ai trouvé ça hyper intéressant, apprendre aussi plus de... Enfin voilà, j'ai trouvé ça pédagogique sur toutes les pathologies qui peuvent arriver à ces âges-là, et vraiment c'était top. Merci beaucoup Laura. On te retrouve tous les 3 mois sur So Good. Absolument, ouais. Dans le magazine et à la radio. Bon, et tous tes films sont disponibles aussi sur les réseaux, comme on dit. Merci pour tous tes conseils. Merci à toi de m'avoir écouté. Salut. Salut. Vous retrouvez Laura et ses chroniques modestement positives sur So Good. Sa filmographie est disponible sur sa page YouTube. Son spectacle, Rose et Piscine, continue en région et reviendra sur Paris. Courez-y s'il passe près de chez vous. Et surtout, allez voter pour son dernier court-métrage, La Scène.e, qui concourt dans le cadre du Nikon Festival jusqu'au 10 avril. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Merci et à bientôt.